aujourd'hui, on va montrer une estimation assez importante, l'estimation de Karleman, d'une façon générale pour l'équation des ondes. Mais avant en fait de montrer l'inégalité de Karleman, j'introduis juste une notion, je vous donne juste une motivation pour ce type d'inégalité. Donc, imaginons qu'on a un opérateur différentiel P, donc c'est un opérateur différentiel d'ordre quelconque. Disons A alpha sont les coefficients, D alpha c'est la dérivée d'ordre alpha, où alpha est un multi-indice de longueur inférieure ou égale à n. Puis, imaginons qu'on a une hypersurface S, donc donnée localement par une fonction psi, telle que psi de x égale à 0, près d'un point x0, donc psi de x, donc c'est l'ensemble des x, c'est psi de x égale à 0, ou x dans un voisinage d'un point donné x0. Voilà. Puis, imaginons qu'on a eu une solution de l'équation PU égale à 0, d'accord, et que U égale à 0 sur un petit voisinage V, qui est dans le côté, disons, négatif de S. Donc, si je partage mon espace en deux parties, ça c'est S-, ça c'est S+. Donc, S-, c'est l'ensemble des x au psi de x strictement négatif, et S+, c'est l'ensemble des x au psi de x strictement positif. Donc, l'unicité locale du problème de Cauchy est donc définie de la manière suivante. Si j'ai PU égale à 0 et U égale à 0 sur ce voisinage V, est-ce que on peut déduire que U égale à 0 sur un voisinage W, qui est un voisinage de x0. D'accord? Est-ce que je peux dire que U égale à 0 sur W? En quelque sorte, si j'ai eu une solution d'une équation PU égale à 0, avec U égale à 0 dans le passé, est-ce que U égale à 0 dans le futur? Reste égal à 0 dans le futur. D'accord? Donc, si vous avez un opérateur P qui vérifie cette propriété-là, on dit que P, donc on dit que l'opérateur P, donc vérifie donc l'inégalité, ou bien plutôt l'unicité locale du problème de Cauchy. Donc l'unicité locale du problème de Cauchy. En fait, le premier résultat qui a été démontré dans ce sens-là, et le résultat qui est bien connu, c'est le résultat donné par Holmgren. Donc, évidemment, si vous supposez que les coefficients à alpha sont analytiques, c'est des fonctions analytiques, alors cette propriété est vérifiée, la propriété de l'unicité du problème de Cauchy. Donc, c'est Holmgren. Donc, c'est 1901. Puis le deuxième résultat est dû à Petrovitsky, où vous avez l'unicité du problème de Cauchy, cette propriété, l'unicité locale du problème de Cauchy, même si les coefficients A alpha ne sont pas analytiques, qui sont de classe I infinie, mais il faut que le système, ou bien l'opérateur P, est strictement hyperbolique. Donc, par Petrovitsky, pour les opérateurs, ou bien les systèmes strictement hyperboliques. Le troisième résultat à noter est celui de Karleman, en 1939. En fait,
Karleman, il a montré l'unicité locale du problème de Cauchy pour des opérateurs à deux variables et dont le symbole vérifie certaines propriétés. D'accord? En fait, le cadre, disons, du résultat de Karleman est très limité. Mais le résultat est très important puisque là, on trouve un outil qui va être très utilisé par la suite et qui sont les inégalités de Karleman. Cet outil, enfin, c'est l'inégalité de Karleman. En fait, il s'agit des inégalités intégrales avec un poids qui vérifie certaines propriétés. Et depuis ce résultat, depuis le résultat de Karleman, pratiquement, on utilise souvent les inégalités de Karleman pour montrer l'unicité locale d'un problème de Cauchy comme ça. D'accord? Donc, malgré que, comme j'ai dit, malgré que portée de l'inégalité de Karleman, plutôt le résultat de Karleman est limité, donc cette inégalité de Karleman a joué un rôle important par la suite, hein, et on l'utilise systématiquement pour montrer des résultats d'unicité locale pour le problème de Cauchy. Ok, donc là, c'est juste une petite motivation pour le problème de Cauchy. Et comme j'ai dit, l'inégalité de Karleman consiste à montrer une estimation dans un espace de la solution U avec un poids hein, qui va être exponentielle lambda phi ou S phi si vous voulez. D'accord? Donc là, je ne précise pas les normes en fonction de l'opérateur. D'accord? C'est ce qu'on a vu en fait dans un cadre très particulier des inégalités de ce type-là. Hein. Donc, on dit que l'opérateur P vérifie l'inégalité de Karleman si elle vérifie une inégalité de ce type-là. Hein. Donc là, je ne précise pas les normes, mais c'est des normes généralement, des normes de Sobolev, et là, c'est la norme L2 essentiellement. S est un paramètre destiné à tendre vers plus l'infini. Phi, une fonction poids. Ça va être une fonction poids. Et donc, dans tous les résultats de l'unicité de problème de Cauchy ou bien de Karleman, on trouve des conditions sur l'opérateur P et sur le poids phi pour que cette inégalité soit vraie. Évidemment, cette inégalité n'est pas vraie en général, hein, donc il faut des conditions, il faut imposer des conditions sur phi et sur le poids, sur l'opérateur P, pardon. D'accord ? Et donc, il se trouve que si l'opérateur, ou bien si le symbole de l'opérateur P, conjugué avec ce poids-là, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire un opérateur conjugué, donc si le symbole conjugué, ou bien si le symbole de l'opérateur conjugué vérifie certaines propriétés, c'est essentiellement la condition de pseudo-convexité, alors ce type d'inégalité est vrai. Cette inégalité est vraie. Donc aujourd'hui, on va montrer une inégalité de Karleman pour l'opérateur, disons, l'opérateur hyperbolique dt carré moins le Laplacien. Mais en fait, on va faire tout le calcul d'une manière simple. En fait, on va employer la méthode, dite la méthode de Karleman globale, où on va utiliser juste des intégrations par partie et la formule de Green, etc. Donc en fait, on va faire tout à la main. Mais ceci dit, il y a une méthode plus sophistiquée qui est basée sur l'analyse microlocale, d'accord, et sur l'étude des inégalités de Gording pour montrer ce type d'inégalité de Karleman. Mais aujourd'hui, plutôt, on va faire la démonstration à la main, on va calculer l'opérateur conjugué et on va intégrer pas mal de fois certaines quantités. Voilà. Donc je commence donc mon chapitre. Donc, inégalité de Karleman, ou bien estimation de Karleman.
pour l'équation des ondes. Donc la première partie concerne la fonction poids. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour montrer des inégalités de Karlmann, il nous faut un poids. D'accord? Et un poids raisonnable. Ce poids-là, en fait, dépend d'une manière cruciale de l'opérateur lui-même. D'accord? Si vous prenez par exemple l'opérateur des ondes, donc là, il faut un poids qui vérifie certaines propriétés. Si vous changez l'opérateur des ondes par l'opérateur, le Laplacien, tout court, un opérateur elliptique d'ordre 2, le poids change. Pareil, si vous prenez l'équation de la chaleur, l'équation de Schrödinger, etc., donc le poids change en fonction de l'opérateur lui-même. D'accord? Puisque les conditions vérifiées par le poids lui-même dépendent de l'opérateur, hein, ou bien du symbole, essentiellement du symbole de l'opérateur. OK? Donc, dans ce cadre-là, ou bien dans tout le chapitre, en fait, je prends oméga un ouvert. Donc, borné de un Rn, et je note gamma sa frontière. Évidemment, hein, on va supposer que gamma est de classe infini, etc. Donc là, je ne pose pas des questions de régularité. Puis, on va supposer donc, on suppose qu'il existe une fonction psi0, donc une fonction de classe C1, même si infinie, sur Rn. D'accord? Et gamma 0, une partie de la frontière gamma, telle que vous avez les propriétés suivantes. Hypothèse A1, qu'on va noter A1. Psi 0 est strictement convexe sur oméga. Ben, ça veut dire que la Hessienne, ce que je note d carré, c'est la Hessienne, c'est la dérivée seconde de psi 0. Ça, c'est une matrice, d'accord? Et strictement positif, quel que soit x, dans oméga. Même quel que soit x dans oméga bar. D'accord? Mais comme oméga bar est compact, je vous rappelle qu'oméga est borné, donc oméga bar est compact, alors je peux trouver une constante ρ strictement positive telle que la Hessienne de psi 0 est supérieure à ρ fois l'identité. Ça, c'est l'identité de Rn. Et ceci, quel que soit x, dans oméga bar. D'accord? Deuxième hypothèse, on va supposer, donc je note la deuxième hypothèse par A2, donc on va supposer que ma fonction
psi 0 n'a pas de point critique sur oméga. Hein? Donc, je suppose que psi 0 est sans point critique sur oméga. Ben, en d'autres termes, ça veut dire que je suppose que le gradient de psi 0 ne s'annule pas sur oméga. Donc, elle est positive. Et donc, le minimum pour x dans oméga est de la norme du gradient est strictement positif. D'accord? Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, qu'on va noter A3, et qui est la suivante. Je suppose que la partie gamma 0 que j'ai fixée dès le départ vérifie donc je suppose que la partie gamma 0 vérifie la propriété suivante, que l'ensemble des x sur la frontière gamma dans la dérivée normale de psi 0 en x est positif ou nul, ben cette partie doit être incluse dans gamma 0. Ou bien gamma 0 doit contenir l'ensemble des x où la dérivée normale de psi 0. La dérivée normale de psi 0 est positive ou nulle. D'accord? Voilà. Donc, je suppose que j'ai une partie gamma 0 et une fonction psi 0 qui vérifie ces hypothèses. Est-ce que ces hypothèses, enfin, est-ce que c'est raisonnable comme hypothèse? Oui. Parce que là, il y a un candidat très naturel, exemple, hein, d'une fonction qui vérifie ça. Et d'ailleurs, c'est la fonction qu'on va considérer dans la suite. Je prends n'importe quel point x0 qui n'est pas dans oméga bar, d'accord? Et je prends psi indice 0 de x égale la norme de x moins x0 au carré pour x dans oméga. D'accord? Donc votre fonction, elle est de classe infinie. Donc votre fonction, elle est de classe infinie. Si vous calculez le gradient de psi 0 en x, ben en norme, ça va être la norme 2 fois la norme de x moins x0. Mais comme x dans oméga et x0 en dehors de oméga, ben cette quantité, elle est strictement positive, quel que soit x dans oméga. Donc la deuxième hypothèse est vérifiée. Puis la troisième hypothèse, il faut choisir gamma 0. Hein? Donc si je prends gamma 0 contient l'ensemble des x dans gamma tel que la dérivée normale, en fait, ça va être 2 fois x moins x0 scalaire nu. D'accord? Et positif ou nul. Voilà. Donc, si vous prenez gamma 0 de cette manière-là, si cette fonction, bah, en fait, mes hypothèses sont vérifiées. Hein? Donc là, je fais peut-être un dessin. Voilà, donc là, disons oméga. Je fixe x0 à l'extérieur. Et donc la partie gamma 0 doit être plus grande que l'ensemble des x, donc tel que x moins x0, donc x moins x0, donc gamma 0 doit être cette partie-là, disons, hein, une partie assez
assez large. D'accord? Voilà. Donc, dans la suite, on va supposer que j'ai les hypothèses A1, A2, A3. Et en fait, en réalité, on va supposer tout court que psi0 est donné par cette fonction, qui vérifie ces propriétés-là. D'accord? C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc, je définis dans la suite, donc je note Q égale le cylindre oméga croix 0t, voilà, sigma, c'est gamma croix 0t, et je note sigma 0, c'est gamma 0 croix 0t. D'accord? Donc là, vous avez les quantités classiques qu'on a notées par le cylindre Q, la surface latérale, et sigma 0, c'est la partie de sigma. Sigma 0, c'est gamma 0 croix 0t. D'accord. Et je définis une fonction qu'on va noter psi de xt. Donc, c'est une fonction qui dépend de x et de t, qui est donnée par psi0 de x. Donc, psi0, c'est cette fonction-là, si vous voulez. C'est la fonction qui vérifie les hypothèses A1, A2 et A3. D'accord? Moins bêta. Bêta est un paramètre qu'on va le définir tout à l'heure. Donc, t moins t0 carré plus bêta 0. D'accord? Bêta, on va choisir bêta entre, bien sûr, strictement positif et strictement inférieur à ρ. ρ, c'est la constante donnée par l'hypothèse A2. D'accord? ρ, une constante donnée par l'hypothèse A2. Donc, je choisis bêta de cette manière-là. Et bêta 0, T0 est un temps quelconque entre 0 et grand T. C'est un temps intermédiaire entre 0 et T0. Bêta 0 est quelconque. Donc, bêta 0 qui est là. Bêta 0, elle est positive, mais en fait, on va choisir bêta 0 suffisamment grand pour que ma fonction psi soit positive. Si je choisis bêta 0 assez grand, je vous rappelle que là, c'est une fonction bornée, elle est continue définie sur un compact oméga, t varie dans un intervalle borné, donc je choisis bêta suffisamment large pour que ma fonction psi soit positive. D'accord? Voilà, donc je choisis bêta 0 suffisamment large pour que psi soit positif. Voilà. Et je définis donc une autre fonction phi donc là, je prends phi de x t égale exponentielle gamma psi xt. Gamma est un autre paramètre réel positif.
Donc, gamma est un réel strictement positif. Puis, on va également manipuler des quantités qu'on va noter par sigma de xt, qui va être S fois gamma phi de xt, où S est aussi un paramètre strictement positif. Donc, j'ai phi, j'ai plusieurs quantités. J'ai défini psi à partir de ma fonction psi0. D'accord ? J'ai défini phi, qui va jouer le rôle du poids de Karleman, qui est défini à partir de psi, hein, c'est exponentielle gamma psi, où gamma est positif. Et on va noter sigma, ou sigma de xt, hein, mais on va le noter généralement sigma, pour simplifier les notations. C'est cette quantité-là, c'est S fois gamma fois phi, où S est un paramètre positif. D'accord, voilà. Donc là, j'ai introduit mes notations. On va commencer par le lemme suivant, qui vous donne quelques propriétés de cette fonction phi. Donc, phi, on va l'appeler la fonction poids. Donc, la fonction poids phi vérifie les propriétés suivantes. Donc, c'est lemme 1. Donc, les propriétés suivantes. Première propriété, ben, c'est trivial comme propriété. Si vous calculez phi prime, quand je note prime comme ça, c'est la dérivée par rapport à t. Donc phi prime de xt, ben, phi prime de xt, c'est gamma psi prime fois phi. D'accord ? Ça, c'est trivial. Hein? Si vous dérivez cette fonction phi par rapport à t, ben, je dérive l'exponentielle. Donc là, il vous donne gamma psi prime fois exponentielle gamma psi. Mais exponentielle gamma psi, c'est phi. D'accord ? Et vous avez d'ailleurs la même chose pour le gradient de phi. Quand je note comme ça, c'est la dérivée par rapport à x. Hein? C'est le gradient en x, bien sûr. Ben, c'est la même propriété. C'est gamma phi gradient psi. Hein? Si vous calculez le gradient de phi, vous aurez un gamma gradient psi fois exponentielle gamma psi. Mais exponentielle gamma psi, c'est aussi phi. D'accord ? Voilà. Donc, la première propriété est triviale. La deuxième propriété, si vous calculez la dérivée seconde par rapport à t de phi, ben, ça vous donne gamma phi facteur psi seconde plus gamma psi prime au carré. Donc, si vous calculez phi seconde, c'est aussi un calcul simple. Hein? Donc là, vous avez phi prime. Si vous calculez phi seconde, ben vous dérivez cette quantité-là. Donc, soit vous dérivez psi, donc là, vous aurez gamma psi seconde phi, gamma psi seconde phi, soit vous dérivez phi. Mais si vous dérivez phi, hein, ben, ça vous donne un gamma carré, hein, puisque là, vous récupérez un autre gamma, un gamma carré phi et un autre psi prime. Fois psi prime, ça vous donne psi prime carré. D'accord ? C'est vraiment trivial comme calcul. Hein. Et si vous calculez le Laplacien de phi, ben pareil, ça va être un gamma phi, un Laplacien de psi, plus gamma grade psi au carré. C'est exactement la même méthodologie de calcul. Hein. Donc vous dérivez en t et en x, c'est la même chose. Puis, troisième propriété, si vous calculez la Hessienne de phi, appliquée à gradient z, où z est une fonction quelconque de classe C1, disons,
Ben, cette quantité-là, c'est gamma phi, la dérivée seconde de psi, hein, c'est la hessienne de psi, appliquée à gradient z, plus un gamma grade z, grade psi au carré. Voilà. Bon, évidemment, si vous prenez le choix le plus simple qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple, si vous prenez psi, c'est 2 fois, c'est plutôt x moins x0 carré, ben, sa hessienne, la hessienne de psi, ça va être juste 2 fois grade z au carré. D'accord? Puisque sa dérivée seconde, c'est 2 fois l'identité. Hein? 2 fois l'identité, et là, ça vous donne la norme du grade z au carré. Hein? Voilà. Donc là, je vous rappelle que c'est la hessienne appliquée au vecteur grade z. Hein? C'est une matrice. Hein? Vous le considérez comme une matrice ou une forme bilinéaire, si vous voulez. Enfin, c'est une forme quadratique. Là. Grade z. D'accord? Là, pareil, en fait, le calcul n'est pas très compliqué. Il suffit de calculer la matrice hessienne. Vous dérivez un premier temps par rapport à xj, puis par rapport à xi, hein, et vous allez montrer que vous avez exactement ça. Voilà. Donc là, j'ai fini avec... non, juste une dernière propriété. Donc, quatrième propriété, si vous calculez dt carré moins le Laplacien appliqué à phi, ben, elle est inférieure ou égale à une constante gamma au cube phi, bien sûr de xt, quel que soit xt dans Q. Donc là, ça veut dire que vous pouvez, même au carré ici, hein, donc l'opérateur au carré. Donc, ça c'est normal, puisque chaque fois vous dérivez phi en t ou en x, vous récupérez des gamma. Hein, d'accord? Et évidemment, la constante c qui est là, c'est une constante qui dépend des bornes sub de psi. D'accord? Et vous récupérez un phi qui est là. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fini avec les propriétés de mon poids phi. Maintenant, on va introduire l'opérateur conjugué. Donc, deuxièmement, donc opérateur conjugué. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essentiellement travailler avec l'opérateur des ondes. D'accord? Donc, je définis. Voilà. Donc, je définis mon opérateur P. C'est la dérivée seconde par rapport à t, par rapport au temps, moins le Laplacien. Le Laplacien, évidemment, en x. Hein. Puis, on va commencer par... Donc, on va commencer par un calcul très simple, qui est le suivant. Hein. Donc, je prends PU. C'est ce que je cherche à estimer. Et je multiplie P par le poids, exponentielle S phi. Et on va intercaler exponentielle S phi. Donc là, c'est exponentielle moins S phi, exponentielle S phi U. D'accord? C'est exactement la même philosophie qu'on a
employé pour montrer des inégalités de Karlmann avec des poids limites, des poids simples, linéaires. D'accord? Et donc, on va noter cet opérateur par P indice S. S, c'est le paramètre positif, hein, qui est là. D'accord? Et on va noter cette fonction-là par une nouvelle fonction, Z. D'accord? Et donc, cette quantité-là ben, s'écrit comme un PS Z où, donc PS, c'est exponentielle S phi P exponentielle moins S phi, c'est l'opérateur conjugué. Évidemment, il faut comprendre cet opérateur de la manière suivante. Si je l'applique à une fonction Z, par exemple, je multiplie d'abord Z par cette fonction, j'applique mon opérateur et je corrige par exponentielle S phi. D'accord? Ça, c'est la définition de l'opérateur PS. Et évidemment, Z, comme j'ai dit, c'est une fonction qui dépend de x et de t, ben, qui est la fonction initiale u, la solution u, multipliée par le poids exponentiel S phi. D'accord? Évidemment, ceci pour les xt dans le cylindre Q. D'accord. Bon, ben, on va commencer par calculer explicitement cet opérateur PS. Donc, PS, oui? Question? Z est une fonction de raisonnable des ondes de classe C1. D'accord? Voilà. Donc, pour calculer cet opérateur PS, ben, on va constater d'abord que exponentielle S phi dt exponentielle moins S phi Z égale. Ben, ça va être exponentielle S phi. D'accord? Donc là, soit je dérive l'exponentielle, donc ça vous donne moins S phi prime Z, soit je dérive Z, donc plus Z prime, le tout fois l'exponentielle avec un signe moins, exponentielle moins S phi, si vous voulez. Voilà. Et donc là, ça vous donne donc moins S phi prime Z plus Z prime. Pareil pour le gradient. Hein? Donc par la même méthode, vous avez exponentielle S phi gradient exponentielle moins S phi. Ben, ça vous donne moins S Z gradient phi plus gradient Z. D'accord? Et ce que j'ai fait à l'ordre 1, c'est-à-dire lorsque je dérive une seule fois, je le fais lorsque je dérive deux fois, hein, je refais la même chose. Et donc là, vous pouvez calculer l'opérateur PS, et donc PS de Z s'écrit comme un PS plus PS moins de Z. Hein. Et on va noter cette quantité par GS. D'accord? Et là, je vous donne explicitement les PS plus et PS moins. Donc, PS plus, ça va être donc où donc PS plus est donné par
donc PS plus 2Z égale la dérivée seconde par rapport à t, hein, quand je dérive des primes comme ça, quand je mets des primes comme ça, c'est des dérivées en temps. Moins Laplacien Z, voilà, plus S au carré, facteur de phi prime carré moins le gradient de phi au carré fois Z, et PS moins égale moins 2S Z prime phi prime moins gradient phi scalaire gradient Z moins S phi seconde moins Laplacien phi fois Z. Voilà. Et le GS, c'est le terme source exponentielle S phi, hein, ou grand F. Donc grand F, c'est dt carré moins Laplacien U appliqué à U. Voilà. D'accord? Voilà, donc là, j'ai calculé l'opérateur conjugué, PS. C'est un opérateur qui s'écrit comme la somme de deux parties. En fait, j'ai regroupé en quelque sorte les termes auto-adjoints, l'opérateur auto-adjoint, ça c'est auto-adjoint, d'accord? L'opérateur dt carré moins Laplacien plus une fonction s au carré, et les termes non auto-adjoints, hein? Modulo un terme d'ordre 0, si vous voulez. D'accord? Voilà. OK. Et donc, je vous rappelle que l'objectif est d'estimer la norme de cette quantité. Mais la norme de cette quantité, c'est la norme de PS Z. D'accord? Donc, on a la norme de P indice S de Z au carré. Hein, quand je note comme ça, c'est la norme L2 de Q. Ben, ça vous donne la norme de PS plus de Z plus la norme de PS moins de Z au carré. Et là, je développe. Donc, ça vous donne PS plus Z au carré plus PS moins Z au carré plus 2 fois la partie réelle du produit scalaire dans L2 de PS plus Z, PS moins Z. D'accord? Et évidemment, cette quantité-là égale la norme de G indice S au carré, hein, puisque GS, hein, GS c'est, voilà, elle est là, GS c'est PSZ. Hein, la norme de PSZ, c'est la norme de GS au carré. Donc là, on voit tout de suite que ce terme-là est positif, c'est une norme, ce terme-là est positif. Et je vous rappelle qu'on cherche à minorer la norme de PSZ par une quantité positive, qui est la norme, essentiellement la norme de Z. Hein, je vous rappelle que Z, c'est exponentielle S phi U. D'accord? Ben, ce terme est positif, celui-là est aussi positif, donc là, on va étudier de près ce terme-là et on va le calculer. Hein, et on va le minorer par une quantité positive qui fait apparaître la norme de Z, plus probablement des termes parasites, enfin des termes sur le bord ou des observations sur le bord, etc. D'accord? Et donc là, on va essentiellement calculer ce terme-là. Hein? Et là, ça ne va pas être facile. Enfin, ce n'est pas compliqué non plus, mais il suffit de suivre les termes
Donc, je vous donne le lemme suivant. Donc, toujours, je suppose que ma fonction phi vérifie, c'est mon poids, hein, qui est donné par exponentielle gamma psi, où psi vérifie mes hypothèses. Hein. En fait, même pas. Pour le moment, je suppose que phi est quelconque. Hein. Donc, soit phi, donc disons, elle est de classe C2 ou C infini sur le domaine Q. Et je prends Z, une fonction H2 en temps et en espace, telle que Z à l'instant 0 égale Z prime à l'instant 0 égale Z à l'instant grand T égale à Z prime à l'instant grand T égale à 0. Hein. Ça veut dire que je suppose que Z nul ainsi que sa dérivée à l'instant 0 et à l'instant grand T. Alors, on a l'identité suivante. Alors, on a le produit scalaire dans L2 de PS plus PS moins de Z égale à 2S l'intégrale sur Q de phi seconde Z prime carré, ça c'est la dérivée en temps de Z, moins 2 Z prime, donc moins 2 Z prime fois, donc gradient de Z scalaire gradient de phi, voilà, plus la SN de phi appliquée à gradient de Z, ça c'est le premier terme, dx dt. Donc là, j'intègre sur tout le cylindre, en temps et en x. D'accord? Plus 2 fois s au cube, puissance 3. Hein, l'intégrale sur Q, sur le cylindre Q, module de z au carré, facteur phi prime carré, phi seconde, plus la SN de phi, appliquée à gradient phi, moins 2, phi prime, gradient phi, scalaire, gradient phi prime, dx dt, moins S sur 2, l'intégrale sur Q de Z au carré, dt carré, moins Laplacien au carré de phi dx dt, plus B0. D'accord? Bon. B0, on va donner l'expression explicite de B0. B0 sont des termes sur le bord, sur la frontière. Puis, dans ce calcul-là, dans cette formule-là, j'ai regroupé, je ne sais pas si vous avez constaté, j'ai regroupé d'abord les termes où je dérive Z, donc c'est soit Z', soit gradient Z, d'accord? Et les termes où je ne dérive pas Z, hein, sont les termes en Z carré fois quelque chose. D'accord? Puis, j'ai regroupé également des termes selon les puissances de S. Donc, on remarque ici que lorsque je dérive, ou bien devant les dérivés de Z, j'ai un S.
Mais quand je ne dérive pas z, j'ai un s au cube. D'accord? Puis un terme d'ordre inférieur. On va voir ce que ça veut dire un terme d'ordre inférieur. D'accord? Voilà. Donc ces deux termes-là, ou bien ces trois termes-là, sont des termes volumiques sur Q. Hein, ce sont des termes à l'intérieur. Plus un terme sur le bord, B0. Donc je vous donne l'expression de B0. Donc B0 égale, donc c'est un terme sur le bord, c'est S, l'intégrale sur la surface latérale sigma de la dérivée normale de phi, donc la dérivée normale de phi, gradient z au carré, moins 2, donc gradient z scalaire gradient phi, fois la dérivée normale de z. Voilà. Ça, c'est dx. En fait, je note dx, évidemment, c'est l'élément de surface hein, sur gamma, mais je le note également, c'est le même, enfin, là, il faut faire attention, c'est pas la même chose, mais bon, je note par habitude de notation cette quantité de la même façon. Hein. Voilà, ça c'est le premier terme, plus S, l'intégrale sur sigma de 2 fois phi prime z prime, la dérivée normale de z, moins z prime au carré, la dérivée normale de phi, pareil, dx dt, ok, plus S, l'intégrale sur sigma, z, la dérivée normale de z, facteur, phi seconde, moins Laplacien phi, plus S au cube, la dérivée normale de phi fois z au carré, facteur de phi prime au carré, moins grade phi au carré, moins 1 demi, module de z au carré, la dérivée normale de phi seconde, moins Laplacien phi, dx, dt. D'accord? Voilà. Bon, bah, si on fait ce calcul-là, on va trouver cette quantité. D'accord? Non, en fait, ce n'est pas très compliqué. On va voir tout de suite que ce n'est pas très compliqué. Mais évidemment, là, j'ai essayé de vous donner une inégalité assez générale. Imaginons dans un premier temps que z, par exemple, est nul sur le bord. Hein, ce qui est le cas qu'on va traiter pour les problèmes inverses, par exemple. Hein. Imaginons que z égale à 0 sur le bord. Qu'est-ce qu'il va rester ici? Donc si z égale à 0, ben, ce terme-là égale à 0. Donc les dérivés en temps, c'est nul aussi. Donc z égale à 0. Ce terme-là égale à 0. Ce terme-là est nul par z. Celui-là, pareil. Et pareil, ce terme-là égale à 0. Donc, en fait, dans cette quantité, il va rester juste le premier terme, si z égale à 0. Et d'ailleurs, si vous voulez, on va prendre dans la démonstration z égale à 0. Mais si vous prenez z quelconque, qui n'est pas nécessairement nul sur le bord, donc là, vous gardez les termes, les dérivées normales de z, etc., les z', mais ça ne change rien, en fait, dans la démonstration. D'accord ?